Effectivement, analyse avec l'expert Michel Nadeau et l'expert en transport Daniel Bordelot, expert en gouvernance Michel Nadeau, ancien vice-président de la Caisse de dépôt également. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nadeau, d'abord, est-ce que c'est une bonne transaction? Bien, l'avenir le dira. Je pense que pour Bombardier, il ne lui restait que les avions d'affaires et que Bombardier Transport comme actif, ils ont une dette de 10 milliards de dollars et la division de Bombardier Transport avait beaucoup de problèmes. Oui. Les 3-4 dernières années, un train, c'est pas juste un wagon des locomotives, c'est beaucoup de logiciels. 50% du prix d'un train, c'est le service et les logiciels. Le reste, c'est vraiment le matériel roulant. Donc, et de ce côté-là, donc, Bombardier Transport présentait des problèmes et n'apportait plus le cash flow régulier. On avait acheté Bombardier Transport parce qu'on disait ça va donner 400-500 millions, puis ça va stabiliser les revenus de l'aéronautique qui sont plutôt chaotiques. Donc, mais depuis 3-4 ans, ça ne faisait plus le travail. Donc, la vente, comme c'est une compagnie qui est une compagnie allemande, siège social à Berlin, ce n'était plus perçu comme étant stratégique pour la direction de Bombardier qui veut jouer la carte aéronautique. Bombardier Transport avait des problèmes Et comment? dans un secteur très concurrentiel. Ça n'allait pas bien pour Bombardier Transport? Non, ça allait pas bien parce qu'en fait, ça a commencé avec le train de banlieue de Paris, le Francilien, il y a quelques années. Un petit problème, comme M. Nadeau le disait, les portes qui s'ouvraient pas à cause d'un système informatique défectueux. Ça a pris 3 ans pour corriger le problème et il y avait des pénalités prévues d'un contrat. Ça a coûté plus de 300 millions à Bombardier en pénalité juste pour ce contrat-là. Alors, après ça, ça s'est multiplié. Il y a eu New York, il y a eu Toronto, Oui. il y a eu la Suisse, l'Allemagne, et ainsi de suite. Bombardier n'a jamais réussi à contrôler cette compagnie-là comme Même faut. qu'Alstom, aujourd'hui, dans le communiqué, disait qu'elle allait rétablir certains standards de qualité, justement, à partir de maintenant. Oui. Est-ce que Bombardier fait bien de vendre la section transport, les trains, plutôt que les avions d'affaires? M. Bellemare a dit qu'il était clair qu'il n'allait pas vendre les avions d'affaires. Je pense que les avions d'affaires, c'est une carte où Bombardier établit sa marque. La marque Bombardier dans le monde aéronautique, c'est surtout les avions d'affaires. Donc, je pense qu'ils ont un avantage. Puis, c'est pas une petite compagnie, c'est 7 milliards et demi, 18 000 emplois, dont les 2 tiers sont à Montréal. Toute la recherche dans le monde des avions d'affaires se fait à partir de Montréal. La marge est bonne, 7 Alors donc, le carnet de commandes, 15 milliards, 2 années de production. Donc, tout ça faisait que Bombardier Avions d'affaires est un actif qui a un bon potentiel. Évidemment, si la conjoncture devait se détériorer, peut-être qu'il y aurait des acheteurs. Mais encore une fois, les acheteurs, il faut presque être milliardaire pour se payer le Global 7500. Qui coûte 70-80 millions 75 à peu près. millions, à peu Alors, près, donc, dans ce contexte-là, c'est probablement la meilleure carte que Bombardier devait conserver. Puis je pense qu'effectivement, Textron ne l'achètera pas. On va essayer durant 3-4 ans. La dette va baisser à 4 milliards, 3-4 milliards. Et là, de gérer cette dette-là avec les profits des avions d'affaires. Mais il y a quand même des risques parce qu'il y a une concurrence qui se développe dans le secteur des avions d'affaires. Il y a un surplus d'offres également. Alors là, si on regarde les Challenger, 2 modèles, là, 350 et 650, qui sont fabriqués à Ville-Saint-Laurent, ce sont de vieux avions qui descendent du Challenger de Canadair il y a longtemps. Alors ces avions-là ont besoin d'être renouvelés en profondeur et ça va demander de l'argent. Est-ce que Bombardier va en avoir assez? C'est pas clair. Les Globals, ça va bien, les Globals qui sont fabriqués à Toronto, mais la finition intérieure se fait à Montréal. Eux, ils ont été modernisés il y a 1 an, l'an dernier, et ils peuvent soutenir la concurrence. La concurrence, justement, et je vous ramène sur les trains, sur le Bombardier Transport. Est-ce que vous pensez, Daniel, que les autorités de la concurrence en Europe vont approuver la transaction Alstom-Bombardier? Il semble que c'est moins problématique qu'avec Siemens parce que, disons que les 2 compagnies Bombardier et Alstom sont plus complémentaires que Siemens. Avec Siemens, dans certains domaines, notamment dans le secteur des communications et de la signalisation, le groupe aurait contrôlé près de 100% du marché dans certaines régions d'Europe. Là, avec Bombardier, c'est pas un problème. Bombardier n'est pas très fort en signalisation et ils sont plutôt complémentaires. Alors, donc, ça devrait passer mieux, nous dit-on.
les effets au Québec. Je veux parler des effets au Québec avec vous, Michel Nadeau, puis on va le voir dans le tableau parce que Alstom prend des engagements d'établir un siège pour les Amériques d'Alstom, de développer un centre d'analyse. Et la Caisse de dépôt disait dans son communiqué aujourd'hui que l'entreprise s'engage également à une expansion à l'Apocatière et également à Sorel-Tracy. Est-ce qu'on en sort absolument gagnant du point de vue des usines et des employés? Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'Alstom a une très belle usine à Hornell, dans l'État de New York. 725 employés et qui est l'usine où sortent beaucoup de trains. Ils ont aussi un site en Californie. Alors, dans ce contexte-là, moi, il y a des cadres d'Alstom qui m'ont téléphoné aujourd'hui et qui m'ont dit nos usines aux États-Unis performent bien. Il y a 11 usines d'Alstom aux États-Unis, oui. 2400 employés. C'est ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas acquis en partant. Quand vous avez 18 sur un conseil d'administration d'une entreprise, évidemment, on vous écoute. Le président va être gentil avec vous, d'un commerce agréable, etc. Il pense à sa rémunération, son boni, mais il demeure pour moi qu'il y a 82 des actionnaires qui n'ont pas ce souci d'aider les installations de la compagnie au Québec. Donc, si les installations de la compagnie à l'Apocatière et le centre administratif à Saint-Bruno, ça va. Mais si c'est assez concurrentiel, mais si on devait trouver que c'est 20, 30, 35 moins cher fabriqué aux États-Unis dans les installations d'Alstom, ça va être très difficile de maintenir la pression pour dire on garde ça au Québec. La Caisse de dépôt devient le premier actionnaire d'Alstom, 18 du capital. C'est une bonne nouvelle pour le bas de gamme. Je pense que Alstom n'a jamais été un grand performant. Mais ils sont quand même dans un secteur très porteur, le transport collectif. La grande question pour Alstom, est-ce que le temps du train est arrivé en Amérique? L'Amérique, c'est le monde de l'automobile individuelle, mais là, avec le débat sur l'environnement, peut-être que les gens d'Alstom, plusieurs m'ont dit, là, on va percer le damné marché américain. C'est 20-25 de leurs ventes actuellement. Regardez les chiffres fournis aujourd'hui par Alstom qui affirment que la croissance, justement, elle est là dans le trafic de passagers et dans les équipements ferroviaires de 3 à 5 par année de 2015 à 2025. Les équipements ferroviaires, croissance prévue de 3 par année de 2021 à 2023. Oui, effectivement, quand on regarde aux États-Unis, dans certaines régions, là, la Californie, New York, la Floride, il y a une volonté d'avoir des systèmes ferroviaires efficaces, rapides, des TGV, il y a des projets de TGV qui sont en chantier depuis des années. Et là, le gouvernement actuel à Washington n'aide pas ça tellement, mais il y a une volonté populaire. Alors, il y a une chance que ça se réalise quand même. Les lobbies de GM et de Tesla seront toujours présents pour ralentir. La dernière fois qu'Alain Bellemare nous a accordé une entrevue, c'était en novembre 2016 à RDI Économie. Voici ce qu'il disait. Je pense que ce qui est important de réaliser, c'est que Bombardier est venu sur le bord de la faillite en 2015 et c'est important pour nous de réduire notre structure de coûts de sorte à s'assurer le succès à long terme de l'entreprise. Il disait ça en 2015, parlait qu'on était sur le bord de la faillite en 2015. Nous sommes en 2020. Bilan des courses, Michel Nadeau. Si on n'avait pas vendu transport, on serait sur le bord de la faillite au début de 2021. Très certain. Oui, encore. Non. Le plan de transformation... A-t-il réussi? Il n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi. Il a liquidé, mais la dette s'est maintenue et s'est accrue. Évidemment, en grande partie à cause de la transaction avec la Caisse. J'ai fait une grande sortie, moi, disant il faut aller renégocier avec ces vautours qui, à 8 9 exploitent Bombardier. Les gens de Bombardier m'ont appelé, le cadre m'a appelé, m'a dit « Hey, on paye 15 à la Caisse de dépôt. » Alors, les vautours, ils sont à Montréal. Un rendement composé de 15 par année depuis 3 ans, ça veut dire 50 de rendement en 3 ans payé à la Caisse. Alors ça, évidemment, cette dette-là, ils ne l'auront plus. Ce sera des actions d'Alstom. Daniel? Mais par contre, si en 2014-2013, on avait décidé de vendre Bombardier Transport, il y avait, paraît-il, des rumeurs d'achat, d'offres d'achat à 8-9 milliards. À ce moment-là, la dette de Bombardier devait être autour de 6-7 milliards.
Bombardier aurait pu éliminer toute sa dette avec l'argent de Bombardier Transport. Ils auraient eu 1 ou 2 milliards dans leur poche. Ils auraient pu finir l'industrialisation du C-Series. Et à ce moment-là, on aurait peut-être mis au monde un vrai concurrent pour Boeing et Airbus.